Bienvenue dans le podcast de la douceur des hérissons. Je suis Sarah, spécialiste de la famille recomposée et de la belle méritée. Je vous accompagne pour transformer les épreuves de la famille recomposée en force, pour vous, votre couple, ainsi que pour les enfants. Je vous apprends à tirer bénéfice de cette place de belle-mère, ou de la famille recomposée en général, et à en faire la plus grande richesse de votre vie. Ma mission, briser des tabous, que la famille recomposée ne soit plus source de souffrance, de division, de complexité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la comparaison. Dernièrement, j'ai eu une séance avec les belles-mères de l'école des sorcières, mon programme d'accompagnement pour les belles-mères, où nous avons parlé de comparaison. Une belle-mère m'a expliqué se comparer à l'ex. Alors elle se comparait en se sous-estimant, en voyant ce que l'ex avait de mieux qu'elle. Et j'ai trouvé ce sujet vraiment passionnant, très intéressant. Et j'ai eu envie d'en faire un podcast. Un podcast que j'ai appelé « L'ombre de la comparaison dans la dynamique familiale ». Sachant que pour avoir de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière derrière. Et c'est un petit peu l'objectif de ce podcast, que vous puissiez retrouver la lumière derrière. Alors quand je parle de comparaison, petite précision dans cette introduction, on peut se comparer de manière à se sentir supérieur, ou se comparer de manière à se sentir inférieur. Et pour moi, c'est les deux faces de la même pièce. Et puis, quand on parle comparaison, on peut penser à la comparaison avec l'ex, mais il existe aussi des comparaisons avec les beaux-enfants. La famille recomposée, c'est un microcosme complexe où chaque individu, qu'il soit enfant, parent ou beaux-parents, cherche sa place dans un puzzle aux pièces souvent changeantes. Pour la belle-mère, ce rôle est d'autant plus épineux. Il y a une petite référence à la douceur des hérissons pour ceux et celles qui ne l'auraient pas compris. Pour la belle-mère, donc, ce rôle est d'autant plus épineux, se mouvant entre l'amour et l'engagement envers son nouveau partenaire, et puis l'acceptation des enfants de celui-ci. Et ce contexte devient souvent un terrain fertile pour la comparaison. Alors, pour commencer, se comparer à qui ? Se comparer comment et à qui ? Et j'ai appelé cette partie-là l'inévitable jeu de miroir. Pour une belle-mère, les comparaisons naissent sur deux fronts principaux, donc avec la mère biologique et avec les beaux-enfants. On va commencer par l'ex-partenaire. C'est une présence par procuration. La mère biologique, bien que physiquement absente, occupe une place prépondérante dans la famille recomposée. La belle-mère peut ressentir une pression, souvent auto-imposée, de se mesurer à une image souvent idéalisée de la vraie mère. Enfin, la vraie mère, vous avez compris, la mère biologique. La comparaison, elle n'est pas nécessairement, comme je le disais, dans un sens se comparer en se rabaissant. Certaines vont se comparer et se sentir mieux. Dans les deux cas, c'est se mettre en miroir de l'autre et juger les différences en bien ou en mal. Il y a aussi la comparaison avec les beaux enfants. Beaucoup plus tabou, très peu de femmes osent en parler parce qu'elles se sentent souvent honteuses de se comparer à des enfants. Elles craignent les réactions du type « c'est toi l'adulte », comment ça se fait que tu te compares, il n'y a rien de comparable. Et donc elles étouffent quelque chose finalement qu'elles ne contrôlent pas vraiment. Les mesures de l'affection sont parfois très douloureuses. Ce sont des belles-mères qui vont regarder et parfois même inconsciemment, mesurer l'affection que monsieur porte à ses enfants et l'affection qu'il porte à elle. Tout en sachant en même temps que cette comparaison n'a pas de sens profond, tout en sachant que l'amour que l'on porte aux enfants n'est pas le même que l'on porte dans le couple, mais voilà, il y a des choses en elle qui font quand même qu'il y a cet espace de comparaison. Les beaux enfants deviennent un peu des étalons de comparaison involontaire pour l'affection et l'attention du conjoint. Et voilà, les questions qui se posent en toile de fond, c'est comment l'amour qu'un père porte à ses enfants se traduit-il par rapport à son partenaire, par exemple.
Et puis, suite à ça, elles ont parfois le sentiment d'être sur un siège éjectable, d'avoir une épée de Damoclès sur la tête et d'être moins aimées. Alors, pourquoi la comparaison ? La comparaison, elle peut avoir des racines profondes dans notre psychologie. Elle vient toucher des besoins d'appartenance et de reconnaissance. Selon des théories psychologiques, se comparer peut être une quête d'appartenance, une recherche d'une validation dans un nouveau noyau familial. Vous connaissez peut-être sûrement la théorie de la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow, qui met en évidence le besoin d'appartenance et de reconnaissance comme étant des besoins humains fondamentaux qui viennent juste après les besoins physiologiques et de sécurité. Le besoin d'appartenance renvoie au désir inné de l'être humain de se sentir lié et accepté par les autres. Ça comprend le désir d'avoir des relations significatives et de se sentir partie intégrante d'un groupe, comme une famille, un cercle d'amis ou une communauté. Et pour les belles-mères en famille recomposée, ce besoin d'appartenance, il peut se manifester dans la comparaison avec les autres membres de la famille ou avec l'ex, pour déterminer leur place au sein de ce groupe social complexe, très complexe. Le besoin de reconnaissance, il se rapporte au désir d'être vu et valorisé pour ses propres réalisations, pour ses qualités, pour ce qu'on est. Et dans le contexte d'une famille recomposée, une belle-mère, par exemple, peut chercher à se comparer pour obtenir la reconnaissance de son rôle et de sa contribution au sein de la famille, pas seulement de la part de son partenaire, mais aussi des beaux-enfants et d'autres membres de la famille élargie. Lorsqu'elle se sent être moins bien, je le mets entre guillemets, mais vous pouvez pas avoir les guillemets dans un podcast, elle cherche aussi le soutien, la valorisation, l'amour, la sécurité. En tout cas, quand elle se compare en se sentant moins bien, elle a un grand besoin de soutien, de valorisation, d'amour et de sécurité, qu'elle attend souvent de l'extérieur à ce moment-là. Et spoiler, le meilleur moyen de vous sécuriser, c'est déjà de passer par vous-même. Le psychologue Léon Festinger a proposé la théorie de la comparaison sociale qui explique comment les individus évaluent leurs propres opinions et capacités en les comparant à celles des autres. Ce qui peut être un moyen de se valoriser et de chercher à améliorer sa situation ou son statut. Ce qui est souvent le cas, à mon sens, pour les belles-mères. La théorie de la comparaison sociale, formulée par Festinger en 1954, c'est l'une des théories les plus fondamentales en psychologie sociale. Elle postule que les individus ont une impulsion innée à évaluer eux-mêmes et leurs opinions et capacités. En l'absence d'objectifs mesurables ou en l'absence de moyens objectifs de quantifier ces caractéristiques, les individus se tournent vers l'évaluation sociale, c'est-à-dire ils se comparent aux autres. Et puis, petite parenthèse avec mon avis perso, clairement, je trouve qu'on éduque aussi les enfants comme ça, rien que quand on regarde à l'école comment ça se passe, on se compare aux autres. On compare des notes, on compare... les enfants se comparent entre eux sur la manière de s'habiller, d'être. Ils perçoivent très vite les différences, ils les mettent en exergue. Et puis, c'est parfois alimenté par certains professeurs. Dernièrement, j'ai vu, du coup... J'étais surprise de ça, de voir que un professeur a demandé à mon beau-fils de commenter le texte de ses camarades et puis du coup d'en faire une sorte d'évaluation, quoi. Et c'est des choses qui alimentent la comparaison entre moi, l'autre. Je continue sur Festinger qui a suggéré qu'il existe deux types de comparaison sociale. Il y a la comparaison ascendante. Alors ça, c'est ce qui se produit lorsqu'on se compare à quelqu'un qui est jugé supérieur ou plus compétent dans un certain domaine. Et l'effet de ce type de comparaison, du coup, il peut être double. Il peut motiver l'individu à atteindre un niveau supérieur, ça peut avoir un effet inspirant, ou il peut conduire à des sentiments d'infériorité avec du coup un effet démoralisant, décourageant. Et puis, il parle de la comparaison descendante. Donc ça implique de se comparer à des personnes jugées inférieures ou moins compétentes. Et ce type de comparaison, il peut à la fois renforcer l'estime de soi et le sentiment de bien-être personnel, mais elle peut aussi favoriser un faux sentiment de supériorité
Et l'estime de soi et la confiance en soi, et là c'est pas Festinger, c'est moi qui parle, si elle se constitue sur le regard de l'autre et sur la comparaison avec l'autre, elle n'est pas solide. Festinger, il a également identifié que la comparaison sociale peut être soit normative, aidant les individus à comprendre les normes sociales et à se conformer à un groupe, soit comparative, permettant aux individus de s'auto-évaluer ou d'améliorer leur estime personnelle. Dans le contexte d'une famille recomposée, la théorie de la comparaison sociale, elle peut s'appliquer de plusieurs façons. Une belle-mère, elle peut se comparer à la mère biologique, avec donc une comparaison ascendante ou descendante, pour évaluer son propre rôle au sein de la famille et déterminer comment elle devrait agir ou se sentir en tant que figure maternelle dans le foyer, dans cette nouvelle famille. Elle peut également évaluer la dynamique entre le père et ses enfants en comparaison avec le lien qu'il établit avec eux, ce qui peut influencer aussi sa perception de la qualité et de la valeur de ses relations et de ce qu'il se passe dans le foyer. De même, elle peut utiliser la comparaison pour jauger le succès de sa relation avec son partenaire au regard des relations précédentes de ce dernier. Il y a plein de points comme ça qu'on peut mettre en lumière, il y en aurait d'autres. Mais je pense que vous avez compris et que vous pourrez l'adapter à votre situation. En fin de compte, la théorie de la comparaison sociale, elle souligne que les comparaisons ne sont pas uniquement basées sur des faits objectifs, mais sont influencées par le contexte, les besoins personnels, les insécurités et les désirs de l'individu. Donc je vais répéter parce que ça me semble important que vous l'enregistriez. La théorie de la comparaison sociale souligne que les comparaisons ne sont pas uniquement basées sur des faits objectifs. D'ailleurs, ça n'est pas objectif, ça parle de vous, de vos lunettes, de votre rapport au monde. Tout ça, c'est influencé par le contexte, par vos besoins personnels. Quand vous comparez, vous répondez aussi à vos besoins personnels. Les insécurités et les désirs de l'individu sont mis en lumière par rapport à quelqu'un qui se compare. Et la façon dont les comparaisons sont internalisées et les réponses émotionnelles à ces comparaisons peuvent avoir un impact important sur le bien-être psychologique et l'estime de soi d'une belle-mère. C'est pour ça que je choisis de faire ce podcast. Donc en bref, le besoin d'appartenance et de reconnaissance, et ce processus de se comparer, ils sont des moyens par lesquels les individus tentent de comprendre leur place dans le monde social et de valider leurs propres valeurs au sein d'une dynamique familiale, là en l'occurrence recomposée. Ces processus, ils peuvent être particulièrement complexes et chargés émotionnellement dans les familles où les rôles et les relations, elles sont pas clairement définies et où ces rôles et ces places sont sans cesse en évolution. Et puis, est-ce que nous ne construisons pas aussi notre identité en fonction du fait qu'on se compare aux autres ? Je me suis penchée du coup sur les théories de l'intersubjectivité en philosophie. Les théories de l'intersubjectivité en philo mettent en évidence que nous ne construisons pas notre identité en isolation. Bon, ça peut paraître basique, effectivement, si on est seul sur une île déserte depuis toujours, c'est pas sûr qu'on sache qu'on existe. Donc au contraire, nous sommes des êtres profondément sociaux et notre identité est façonnée en grande partie par nos interactions avec les autres. Ça peut comprendre du coup le regard des autres, comment la belle-mère pense que les autres la voient, ça peut influencer sa propre image de soi et par conséquent la manière dont elle agit. Il y a aussi les attentes mutuelles. Les rôles et comportements attendus par la famille et par elle-même peuvent déterminer aussi la façon dont elle s'intègre dans la famille. Il y a aussi la réciprocité des perspectives, c'est-à-dire, je vais faire plus clair, la belle-mère peut essayer de voir le monde du point de vue des autres membres de la famille pour mieux comprendre leurs comportements et attentes, ce qui peut du coup influencer aussi son propre rôle. Donc pour une belle-mère, comprendre son identité peut impliquer de naviguer et de négocier un petit peu sa place au sein de la famille à travers un dialogue continu avec les autres membres, chacun apportant sa propre subjectivité à l'interaction. C'est vraiment un processus dynamique où son identité est constamment en construction et en reconstruction à travers ces interactions intersubjectives et donc à travers le regard des autres et la comparaison. Donc dans mes accompagnements, lorsque quelqu'un fait quelque chose qui lui fait du mal,
ou qui semble ne pas contribuer à son évolution, je demande, mais c'est quoi tes bénéfices secondaires? Donc là, encore une fois, je me suis penchée sur les bénéfices secondaires de la comparaison. Alors les bénéfices d'une comparaison dite positive vont vous sembler assez évidents. Ça peut motiver la belle-mère à s'engager plus profondément dans la dynamique familiale, en cherchant à créer des liens aussi. Ça peut augmenter sa confiance, son estime d'elle-même. Ça peut lui permettre aussi une meilleure compréhension de ses propres désirs et limites. Ça peut l'aider à se sentir forte, etc. Mais quand la comparaison fait mal, et pourquoi votre cerveau il s'arrête pas? En quoi dans votre système psychologique interne c'est précieux au point de continuer? Les bénéfices secondaires dans un contexte de comparaison, surtout lorsqu'elle est négative ou douloureuse, sont un concept complexe et souvent exploré en psycho. Ces bénéfices, ils peuvent sembler contre-intuitifs parce qu'ils dérivent d'expériences qui sont en surface, désagréables ou nocives. Quand on se compare à l'ex-compagne et qu'on se rabaisse, ça peut sembler être douloureux et on peut franchement se demander mais pourquoi je continue à le faire? Lorsque quelqu'un se compare défavorablement à l'ex de son partenaire et se sent inférieur, il y a vraiment plusieurs bénéfices secondaires potentiels qui peuvent expliquer pourquoi cette personne pourrait continuer à se livrer à de telles comparaisons. Alors moi, je vais en citer certaines, mais bien sûr que chaque situation est unique et que si vous le faites, c'est en lien avec votre système, votre histoire, votre rapport au monde et que peut-être ce que je vais dire là va pas forcément vous parler et qu'il y aurait quelque chose d'autre à aller chercher chez vous. Moi, je vais dire des choses que je vois régulièrement. Il y a, dans un premier point, l'idée de valider des croyances personnelles. Si quelqu'un a une faible estime de soi ou des croyances négatives sur soi-même, se comparer négativement à d'autres peut renforcer ses croyances et servir de preuve que leurs perceptions sont correctes. Ah ouais, de toute façon, je suis trop grosse, de toute façon, je suis trop moche, de toute façon, moi, je gagne pas assez d'argent, je suis moins bien, j'ai moins de valeur, etc., etc. Il y a aussi une question d'éviter l'action. Je m'explique. Se sentir inférieur peut être une excuse aussi pour pas essayer de s'améliorer ou de changer. Attention, il n'y a pas de jugement quand je dis ça. Je suis pas en train de dire que c'est mal. Je dis que parfois c'est un système. Ça peut servir vraiment de protection contre l'échec. C'est des personnes qui ont peur d'échouer et donc plutôt que de prendre le risque, elles se mettent dans une inaction en ne prenant pas de risque. Un troisième point, ça peut aussi être attirer l'attention et la compassion. Combien de belles-mères ont énormément besoin d'empathie, de douceur, de compassion, d'être reconnues, d'être vues? Et la comparaison défavorable peut être clairement un appel à l'aide, une façon d'attirer l'attention des autres et de gagner leur sympathie ou leur soutien. On est dans une société où... je ne sais pas si vous avez entendu parler du triangle de Karpman, c'est-à-dire un jeu relationnel auquel on joue souvent dans nos relations, où on adopte une posture soit de victime, soit de bourreau, soit de sauveur. Et clairement, la victime est le rôle qui nous rapporte le plus de bénéfices en termes de compassion, de soutien. On est dans le bon, on est le gentil. C'est aussi... se positionner du coup dans une posture de je suis moins bien, je suis nulle, je me rabaisse, c'est être aussi dans cette posture et c'est clairement un appel à l'aide. Ça veut dire que vous avez des grands besoins d'amour, de confiance, de sécurité, de compassion, d'être vu, enfin tout ça. Quatrième point, ça peut être aussi la résistance au changement. Les bénéfices secondaires peuvent être une forme de résistance au changement. Si le statu quo, même douloureux et familier, il peut sembler moins effrayant que l'inconnu. Certaines personnes ont passé toute leur vie à se dénigrer, et ça devient un automatisme, et c'est parfois difficile, il y a une résistance à changer ça. Parce qu'on sait, c'est quelque chose de connu, donc ça reste une sorte de zone de confort dans laquelle on reste. Le cinquième point que j'ai noté, c'est... justifier aussi du ressentiment ou de la jalousie.
La comparaison défavorable peut justifier des sentiments négatifs à l'égard de l'ex ou du partenaire, permettant à la personne de rester dans un rôle un petit peu de victime sans prendre la responsabilité de ses propres sentiments ou actions. Et encore là, je vous le redis, il n'y a pas de jugement parce que quand on est dans ces postures-là, on n'a pas forcément conscience des choses. Et si on n'a pas conscience, on n'a pas de pouvoir d'action. Et vous faites tout comme vous pouvez avec les moyens, les ressources que vous avez. Donc je vous ai parlé aussi du rôle de victime que j'ai mis dans ce 6e point. Se comparer de manière défavorable peut permettre à quelqu'un donc de se placer dans un rôle de victime, ce qui peut du coup excuser parfois la passivité ou l'inaction et peut être utilisé pour aussi manipuler les autres ou les situations pour obtenir quelque chose. Alors je sais que ça peut choquer un peu dit comme ça, il faudrait peut-être que je donne des exemples, n'hésitez pas à me les demander si vous en voulez. Et puis, il y a des bénéfices à vivre de l'insécurité, à ressentir de l'insécurité. Et parfois, se comparer en se rabaissant fait vivre de l'insécurité. Alors oui, ça peut paraître bizarre, vivre dans l'insécurité peut effectivement être un des bénéfices secondaires non conscients de la comparaison défavorable. Ça peut sembler paradoxal, car l'insécurité, c'est généralement une sensation vraiment désagréable. Cependant, du point de vue psychologique, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne pourrait choisir de vivre dans l'insécurité. Alors quand je dis choisir, bien sûr que c'est pas un choix conscient, on est d'accord, et que du coup le choix est en réalité limité, mais je fais exprès de mettre ce mot-là, parce que si vous êtes dans cette situation, peut-être que vous vous souviendrez de ce que je dis, et que vous vous direz « je suis en train de choisir l'insécurité ». Bref, quels sont ces points qui font qu'on peut choisir l'insécurité? La familiarité. Si l'insécurité, c'est une sensation familière pour une personne, il y a un certain confort dans la familiarité. Même si c'est inconfortable, ça peut devenir la norme de quelqu'un et rester dans cet état évite d'avoir à affronter l'inconnu. Et quelqu'un d'insécure a peur d'affronter l'inconnu et du changement. Il y a une protection contre les déceptions futures aussi. En anticipant le pire, une personne peut sentir qu'elle se protège contre les décisions futures. Si elle s'attend déjà à se sentir inférieure, au rejeté, à l'échec, à ce que monsieur préfère madame X, ça peut sembler moins douloureux de l'anticiper. Il y a aussi de l'autosabotage. Parfois, l'insécurité, c'est vraiment une forme d'autosabotage. Si quelqu'un se sent indigne de bonheur ou de succès, il peut inconsciemment se mettre dans des situations qui vont confirmer cette croyance. Il y a la justification pour ne pas agir, donc c'est un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure. L'insécurité, elle peut servir d'excuse pour ne pas prendre d'initiative ou pour éviter de s'engager dans des actions qui pourraient mener à l'échec ou à l'exposition aussi du jugement des autres. Et puis, bien sûr, il y a l'appel à l'aide. L'insécurité peut être une manière de communiquer aux autres que l'on a besoin de soutien, d'affection ou de réassurance, sans avoir à le demander directement. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'à mon sens, c'est tragique. Très peu de personnes arrivent à obtenir ce dont ils ont besoin comme ça. D'autant plus qu'en général, quand il y a des choses comme ça qui sont aussi vives, c'est que c'est pas de l'extérieur dont vous avez besoin. C'est vraiment de comprendre comment vous pouvez vous apporter ça. Et puis pour finir, il y a des personnes comme des personnes qui sont hypersensibles, qui ont des grands besoins d'intensité, qui dans leur vie ont besoin de vivre de l'intensité. Et ce besoin, il est très facilement pris en compte par des parts de nous qui vont venir nous faire du mal, comme par exemple nous dévaloriser. On vit l'intensité par la souffrance. Et ça, c'est vraiment quelque chose à aller voir, à aller creuser pour tous ceux qui sont hypersensibles, ce besoin d'intensité, comment est-ce que vous le prenez en compte? Et est-ce que des fois, vous amenez pas à vous un peu des choses mélodramatiques pour pouvoir vivre cette intensité? En tout cas, dans tous les cas, l'insécurité, elle n'est pas recherchée pour elle-même, mais pour les autres réponses ou les résultats qu'elle entraîne dans l'environnement de la personne. Et ça peut être un sujet complexe à démêler, souvent ça nécessite une réflexion approfondie ou l'aide d'un professionnel pour comprendre et changer ses modèles de pensée et de comportement. Mais alors, que se passe-t-il quand la comparaison devient souffrance? Le revers de la médaille de ces comparaisons, c'est quand la comparaison, elle devient souffrance. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une perte d'estime de soi. Quand la comparaison vire à l'obsession, elle peut entraîner une érosion de l'estime de soi et un sentiment d'infériorité. Il y a
derrière ça vraiment l'illusion que l'autre est parfait, ou l'illusion de mettre en lumière certains points de l'autre en comparaison avec ce que chez nous ne va pas. Et souvent, les personnes oublient de comparer les endroits où elles pourraient se mettre en lumière, elles pourraient réussir plus, ou en tout cas se comparer autrement. La philosophie, elle nous enseigne que la réalité, elle est souvent une construction subjective. L'idéalisation de l'ex-partenaire ou de la relation entre le père et ses enfants, elle peut être une chimère qui empêche la belle-mère de voir la valeur de sa propre contribution à la famille. Mais clairement, parfois, c'est un système... parfois, souvent, ça parle de la belle-mère, tout ça. Et cette illusion, elle est parfois alimentée aussi par les enfants qui vont venir mettre en lumière et valoriser leurs autres parents. Maman, elle fait ci, maman, elle fait ça, maman, elle fait mieux ci, moi, je préfère la nourriture de maman, peu importe, tout ce qui peut être valorisé par l'enfant. Et donc, je voulais en parler dans ce podcast parce que ces situations décrivent et touchent plusieurs aspects complexes de la psychologie familiale, et lorsque les enfants expriment la valorisation ou l'admiration pour un parent, ça signifie pas nécessairement que ce parent est parfait ou supérieur à l'autre. J'ai envie de vous inviter à avoir un petit peu de recul par rapport à ce que peuvent dire vos beaux-enfants par rapport à ça. Il y a des explications à ce phénomène, il y en a plusieurs, peut-être que je vais en oublier, mais je vais vous en citer plusieurs. Il y a parfois un besoin d'équilibre chez ces enfants. Les enfants, ils peuvent instinctivement sentir le besoin de maintenir un certain équilibre dans la famille, et s'ils perçoivent qu'un parent est dévalorisé ou moins présent, ils peuvent compenser en mettant en avant ses qualités qu'il estime comme positives. Il y a aussi un besoin d'identification. Les enfants s'identifient à leurs deux parents et leur estime de eux-mêmes est souvent liée à l'image qu'ils ont de chacun d'eux, et jusqu'à très très tard. Valoriser un parent, même de manière exagérée, peut être une manière de renforcer en fait leur propre estime d'eux-mêmes. Ils sont pas en train de valoriser leur autre parent, ils sont en train de chercher à se valoriser eux, à se renforcer eux, à se sécuriser eux. Il y a donc une notion de sécurité émotionnelle. En mettant en lumière les aspects positifs de l'autre parent, les enfants ils peuvent chercher à se rassurer aussi que leur famille, bien que séparés ou recomposés, est toujours valide, ou qu'ils appartiennent en fait à quelque chose, à un noyau familial, plein de ressources et d'amour. Ils cherchent à retrouver ce noyau de ressources et d'amour. Il y a aussi l'idée de bien sûr, de la loyauté. Exprimer l'amour et la loyauté. Parler positivement d'un parent peut être une façon pour l'enfant d'exprimer son amour et sa loyauté. Ça peut être particulièrement vrai après un divorce du coup ou une séparation, où l'enfant peut ressentir le besoin de rassurer l'autre parent de son affection inaltérable. Mais au-delà de ça, très souvent il y a des belles-mères qui viennent me dire: je ne comprends pas, ma belle-fille ou mon beau-fils vient de me dire je t'aime, et on passe un super moment, et bam, d'un coup il ramène sa mère dans la discussion. Ben oui, parce qu'à l'intérieur du cœur d'un enfant, aimer un autre adulte, se sentir bien, oublier même son autre parent, avoir envie que ce parent qui est en face de nous soit comme une mère, ça peut être très très violent à l'intérieur d'un cœur d'un enfant. Et donc à ce moment-là, il peut ressortir son parent pour lui retrouver un équilibre intérieur et retrouver de la douceur, parce qu'il y a une culpabilité qui peut venir et il y a une souffrance par rapport à la comparaison que lui peut faire entre par exemple sa belle-mère et sa mère. Et s'il compare à un moment donné que la belle-mère il s'y sent presque bien, mieux, ça peut être douloureux. Et donc à ces moments-là, son cerveau peut se mettre en action pour comparer et retrouver tout le positif de son autre parent. Il y a aussi les enfants, surtout s'ils sont jeunes, qui peuvent ne pas avoir une vision complète de la réalité et qui peuvent idéaliser un parent ou une situation basée sur des expériences limitées ou des souvenirs sélectifs. Et puis parfois, les enfants, ils verbalisent pas leurs sentiments réels directement. Et ils utilisent des commentaires sur un parent pour communiquer des besoins ou des sentiments bien plus profonds qu'ils ne savent pas exprimer autrement. Comme par exemple ce que je vous disais sur la loyauté. Donc il est important de se rappeler que les perceptions des enfants sont influencées par une multitude de facteurs, et leurs déclarations ne sont pas toujours le reflet d'une vérité objective, mais plutôt de leur expérience, qui est subjective, et de leurs besoins émotionnels. Alors les parents, les beaux-parents, ils peuvent travailler pour comprendre ces besoins
et puis y répondre de manière à renforcer la sécurité et la stabilité de l'enfant en l'aidant à changer du coup la stratégie qui va être de valoriser ou de parler très très souvent de son autre parent, sans pour autant du coup tomber dans le piège de la compétition ou de la comparaison. Encore une fois, c'est bien sûr si vous en avez envie, si vous avez les moyens et les ressources. Je ne suis pas en train de vous faire des injonctions. Alors, faut-il arrêter de se comparer ? Encore une fois, je vais vous parler un peu philo, parce que j'adore ça. Selon des philosophes comme Heidegger, l'authenticité est fondamentale pour une vie pleine. Arrêter de se comparer serait donc un pas vers la réalisation de son propre potentiel unique au sein de la famille. Et moi, j'y crois beaucoup à ça. Martin Heidegger, c'est un philosophe existentialiste allemand qui a mis l'accent sur ce concept d'authenticité, qui est l'expression sincère de l'individualité et des choix personnels, non influencés par les pressions sociales ou les conventions. Et je sais que pour une belle-mère, c'est une sacrée mission. Pour Heidegger, vivre authentiquement, ça signifie reconnaître et embrasser son propre potentiel et sa propre manière d'être dans le monde, sans se cacher derrière des rôles et des attentes que les autres ou la société nous imposeraient. Se comparer constamment aux autres, ça peut mener à ce qu'il appelait l'inauthenticité. Ça peut nous amener du coup à vivre selon des standards et des valeurs des autres plutôt que les nôtres. Et moi, je vois beaucoup de belles-mères faire ça. C'est pourquoi, du point de vue de Heidegger, éviter les comparaisons constantes avec les autres peut être une étape vers une existence plus authentique, vers une vie de belle-mère plus connectée avec qui vous êtes et ce que vous avez envie d'être. Il y a aussi les enseignements bouddhistes et stoïcistes que j'aime beaucoup. Il y a de nombreuses traditions philosophiques qui prônent la présence attentive à l'instant présent, sans le filtre de la comparaison pour une vie plus harmonieuse. Donc là, en pratiquant la pleine conscience, on peut par exemple vivre dans l'instant présent, sans jugement et sans comparaison. Et ça peut aider à développer un sens de la paix intérieure et une appréciation pour notre propre chemin de vie. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle ou Épictète, ils enseignent l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos propres pensées et actions. Donc plutôt que sur les événements extérieurs ou les comparaisons avec les autres, sur lesquels finalement vous avez peu ou pas de contrôle, ils arguent que la tranquillité d'esprit vient de l'acceptation de ce qui est, et non de l'envie ou de l'ambition inspirée par la comparaison avec autrui. Le stoïcisme, il suggère que nous devrions chercher à être en gros... Alors, j'ai lu Meilleure version de soi-même, j'aime pas ça, mais à améliorer notre intériorité sans mesurer ce meilleur par rapport aux autres. Et ça, j'aime beaucoup cette notion-là. Dans le cadre familial, cette philosophie, elle pourrait suggérer que chaque membre, en fait, devrait viser à reconnaître et à valoriser son unicité, sans la nécessité de se mesurer par rapport aux autres membres de la famille. Et ça peut conduire du coup à une dynamique familiale, à mon sens, qui est beaucoup plus harmonieuse, qui va être axée sur l'évolution de chacun, des individualités, l'acceptation mutuelle de chacun, plutôt que sur la compétition, la jalousie, la comparaison, et à ce que chacun fasse des concessions extrêmes au point de s'en oublier. Alors pour finir, comment transcender la comparaison ? C'est vraiment mon cheval de bataille. Dont je vais vous parler là, c'est la communication et l'affirmation de soi. Quand je parle de communication, je parle avant tout de communication de vous à vous. Parce que l'on se parle sans cesse. Notre communication la plus violente est d'abord sur nous-mêmes. Et malheureusement, nous n'apprenons pas à communiquer à l'école quand on est enfant, pour à la fois s'affirmer et être respectueux et bienveillant. Et la première communication qui est défaillante n'est pas la communication sur l'extérieur, c'est la communication de soi à soi. Une communication qui va être fausse, dans le sens où parfois on va se cacher des choses à nous-mêmes. Une communication qui va être parfois virulente, violente, avec des parts jugeantes. Une communication qui va manquer de conscience sur tous les aspects de nous. Bref, je pourrais aller loin là-dedans, mais une communication plus efficace, douce, utile, ça s'apprend. Et à mon sens, c'est vraiment le point le plus important si vous voulez transcender les comparaisons.
Et puis bien sûr, ensuite, il y a la communication avec les autres. La communication ouverte avec le conjoint, les beaux-enfants, ça peut aider à clarifier les rôles et les attentes pour réduire ce besoin de comparaison. C'est en verbalisant ses expériences et ses sentiments que la belle-mère, elle peut trouver une terre commune avec les membres de sa famille recomposée, mais encore une fois, ça peut être bénéfique que si elle sait vraiment écouter et si elle voit vraiment ce qui se passe en elle. En tout cas, ça c'est mon avis. Pour ne plus être embourbé dans la spirale de la comparaison, il y a aussi la construction de l'estime de soi. La philosophie existentialiste encourage chacun à forger sa propre essence à travers ses actions et ses choix. Et encore une fois, pour moi, ça passe par avoir une plus grande conscience de ce qu'il se passe en nous, pour savoir et apprendre à être son meilleur accompagnant, pour apprendre et savoir mettre en conscience nos choix pour se renforcer. Puis pour finir, reconnaître et apprécier la diversité des rôles et des personnalités au sein de la famille, mais de manière plus générale, au sein du monde, peut mener à une acceptation beaucoup plus profonde. La belle-mère, elle peut ainsi célébrer les différences comme des compléments, plutôt que de sujets de comparaison ou de validation de ce qui peut être bien ou de ce qui peut être mal, où on va faire rentrer les gens dans des cases. Et moi, je crois que ce qui aide profondément, c'est d'aller voir pourquoi on se compare. Ce que ça nous apporte vraiment. Et choisir, vraiment faire un choix de faire autrement, tout en répondant à la cause profonde qui fait que nous nous comparons. Il ne s'agit pas de, à chaque fois, s'auto-convaincre qu'il ne faut pas se comparer, essayer d'être dans une violence par rapport à soi-même, d'être dans une lutte par rapport à soi-même, en disant « je vais pas me comparer, je me force à pas me comparer ». Non. L'idée, c'est de comprendre le pourquoi on se compare et de pouvoir s'accompagner autrement. Voilà, pour terminer, du coup, au cœur de la famille recomposée, la belle-mère, elle peut se sentir vraiment écartelée entre divers rôles et diverses attentes. Et à mon sens, transcender l'impulsion à se comparer et cultiver l'authenticité, la communication, l'estime de soi, permet aussi de trouver un sens et une place bien à elle dans cette situation familiale. Donc, au lieu de se comparer, elle peut choisir de composer avec chaque membre de la famille pour créer vraiment une symphonie où chaque note est essentielle à l'harmonie de l'ensemble. Voilà. Alors si vous n'êtes pas encore dans mon groupe Facebook Belle-mère de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée et que vous avez envie de rejoindre une communauté de belles-mères au top, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour info aussi, j'ai ouvert tout récemment la possibilité de rejoindre un groupe de parole entre belles-mères. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par un groupe de parole. Et puis dernière info, j'ai déjà des personnes qui commencent à s'inscrire dans l'école des sorcières, la promo 5. Alors n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, si un accompagnement vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Si vous avez des questions ou des sujets que vous avez envie que je traite, n'hésitez surtout pas à m'écrire. À bientôt! La douceur de l'hérite.